Le projet de loi sur le nouveau code de nationalité adopté en Conseil des ministres, François Mitterrand exprime son désaccord avec la philosophie de ce texte. 8 mesures d'économie pour la sécurité sociale, le projet de Philippe Séguin, actuellement débattu par les partenaires sociaux. André Bergeron se déclare opposé à ce plan. La Suisse en position d'accusé après la pollution du Rhin. Les ministres de l'Environnement réunis à Zurich présentaient aujourd'hui leur facture. Ce mercredi 12 novembre, un jour de détention supplémentaire pour les otages du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, nos camarades d'Antenne 2, n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La grosse affaire du jour, c'est l'adoption ce matin au Conseil des ministres du projet de loi réformant le Code de nationalité. Un texte qui sera soumis au Parlement malgré les réserves exprimées par François Mitterrand qui déplore plusieurs mesures prévues dans ce texte, ajoutant qu'il ne partageait pas non plus sa philosophie. Grosse affaire sur le fond puisque ce projet modifie largement le mode d'acquisition de la nationalité française. Grosse affaire politique avec la réaction du président de la République. Et alors tout de suite, pour mieux comprendre ce débat, voici l'essentiel des nouvelles mesures qui figurent dans le texte du gouvernement avec Françoise Champey. Le Code de nationalité actuel prévoit que toute personne née en France de parents étrangers devient automatiquement français à sa majorité si elle réside en France depuis au moins 5 ans. La réforme du garde des Sceaux prévoit que désormais, le candidat à la nationalité française devra déposer une demande devant le tribunal d'instance de son domicile. La nationalité française pourra lui être refusée s'il a été condamné à une peine de prison de plus de 6 mois, s'il a eu des activités préjudiciables aux intérêts de la France et s'il n'est pas assimilé à la communauté française, notamment par une connaissance insuffisante de la langue française. Actuellement, après 6 mois de mariage avec un citoyen français, l'acquisition de la nationalité est automatique. Le projet supprime cette naturalisation par simple déclaration de mariage. Désormais, le conjoint étranger devra suivre la filière classique de naturalisation. L'administration se donne 18 mois pour répondre à la demande. Une précision encore, le jeune qui souhaite devenir français n'aura pas besoin de prêter serment, comme cela avait été envisagé, mais il devra simplement se présenter devant le juge d'instance qui lui rappellera alors ses nouvelles obligations. Parmi ces mesures, la plus importante, vous l'avez compris, c'est celle qui prévoit qu'un jeune étranger qui a de 16 à 23 ans devra maintenant réclamer la nationalité française, alors qu'auparavant, il l'obtenait automatiquement s'il était né en France et s'il y résidait depuis moins de 5 ans. Bruno Le Dreff et Jean Cornu ont constaté que bon nombre, justement, de jeunes étrangers qui vivent en France se sentent parfaitement intégrés à notre société et pour eux, le choix est tout naturel. Voici leur reportage. Dans ce quartier de Mantes-la-Jolie, un jeune sur 2 est fils d'immigrés. Tunisiens, Marocains, Algériens, Portugais, les parents n'ont pas demandé la nationalité française et ne le feront jamais. Leurs enfants, eux, sont nés ici. Ils vont à l'école ici, ils veulent vivre et travailler ici, donc être français. Les Beria, 6 frères et sœurs d'origine marocaine et un même désir, être français. La France, ça me plaît. Bon, le Maroc aussi, ça me plaît et tout, mais comme on a pris la mentalité d'être ici, alors je préfère rester là. Vous vous sentez plus française que marocaine? Oui, parce que quand on est là, c'est normal. Hein. Carte de séjour contre carte d'identité française, Falima ferait bien l'échange. Elle bénéficie encore de l'ancien système et deviendra automatiquement française à 18 ans. Un moyen, pense-t-elle, de trouver plus facilement du travail. C'est très dur pour nous. Pour trouver un emploi, ça compte beaucoup. Ils nous demandent quel papier vous avez et tout, alors... Plus tard, les parents s'en retourneront au pays. Mais pour les enfants, le pays, c'est bien la France. Pour moi, je me considère comme un Français. C'est comme ça pour moi. La France, c'est mieux que le Portugal? Ouais. Moi, je préfère... C'est pas que c'est mieux, mais au Portugal, quand j'y vais, je connais personne. Alors, je peux pas aimer. J'ai pas d'amis là-bas, rien du tout. Alors, je préfère la France. Il y a tous mes copains et tout. Je préfère ici. La plupart des jeunes de la seconde génération désirent la nationalité française. Pour eux, la France, c'est là où ils sont nés, là où ils veulent travailler, c'est leur pays.
Oui, je vous le disais, François Mitterrand a exprimé des réserves sérieuses sur ce projet de loi. Monsieur Madeleine, bonsoir. Vous êtes l'invité de l'heure de vérité juste après ce journal. Vous étiez ce matin au Conseil des ministres. Vous avez l'impression d'avoir assisté à un affrontement ou une escarmouche sans grande conséquence. Il n'est pas d'usage pour un ministre de commenter le Conseil des ministres. Mais sur la réforme elle-même, je crois qu'elle a un très large soutien. Je crois qu'être français, c'est une chance formidable. Cette chance, elle ne doit pas être fermée, j'en parlerai tout à l'heure à l'heure de vérité. Elle doit être ouverte. Mais il faut qu'on soit français en le voulant et qu'on ne soit pas français sans le savoir. Vous êtes donc en accord de façon générale avec ce texte? Tout à fait, mais avec ma sensibilité. On en reparlera. Monsieur Madeleine, merci. À 20h35, vous aurez effectivement l'occasion d'y revenir, encore que l'essentiel des questions devrait porter, je l'imagine, plus précisément sur l'économie et les grands dossiers industriels du moment. Je rappelle d'ailleurs que les téléspectateurs peuvent déjà poser leurs questions au 47 87 11 11, où Jean-Louis Le Senne les répercuterait immédiatement vers notre invité, c'est-à-dire vers Monsieur Madeleine. Dominique Lory, il faut aussi remarquer que cette réserve de François Mitterrand coïncide avec deux autres prises de position importantes aujourd'hui. C'est un peu comme si le chef de l'État voulait une nouvelle fois marquer son territoire. Oui, trois réserves qui révèlent un sérieux désaccord. Sur le code de nationalité, sur l'expulsion des Maliens, sur l'accueil de François Léotard de Savimbi, le chef de l'armée d'opposition angolaise. Jamais sans doute François Mitterrand n'a été aussi loin dans le démarquage par rapport à la politique de plusieurs ministres de Jacques Chirac. En désavouant publiquement ses actions, le président de la République, quel que soit son souci de préserver la cohabitation, montre qu'au-delà du domaine réservé, la défense, la politique étrangère, il ne peut rester indifférent à la politique du Premier ministre lorsqu'elle heurte, selon sa formule, sa propre philosophie. Cela souligne ici que la cohabitation, ou bien la coexistence, n'est pas pour autant le consensus. Un exemple, je reviens quelques instants sur le code de nationalité. Il marque un choix de société qui de tout temps a divisé la droite et la gauche. Pour la gauche, la France est une terre d'accueil et un fils d'étranger qui vit en France, né en France, doit tout naturellement y trouver sa place. Pour la droite, si la France est effectivement une terre d'accueil, elle doit moduler cet accueil, c'est-à-dire la naturalisation, cela se mérite ou au moins se demande. Le président de la République lui a fait son choix, une certaine manière, effectivement, de rappeler sa philosophie. Au lendemain du retour en France de Camille Sontag et Marcel Koudari, deux des otages français du Liban, un accrochage cet après-midi à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions d'actualité. Un accrochage entre Pierre Bérégovoy et Jacques Chirac sur les conditions justement de la libération de ces otages. Unanime ici à vous approuver si la libération des otages n'avait pas été précédée par votre interview au Washington Times. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, notre satisfaction se mêle d'inquiétude. Sur quoi avez-vous négocié? Sur quoi avez-vous cédé? Qu'avez-vous consenti à la Syrie que la France aurait refusé jusqu'à maintenant? Hier, avec la libération de deux otages, nous avons recueilli les fruits de notre volonté, de notre pragmatisme, sans, croyez-le bien, rien céder qui soit contraire à notre honneur et à nos idéaux. Monsieur Bérégovoy, je vous dirai que nous n'avons laissé partir aucune vente d'armes en Iran. J'ai eu tort, sans doute, me fiant à une déontologie qui respecte scrupuleusement l'immense majorité des journalistes, de faire part de certaines de mes réflexions à l'un d'entre eux, journaliste étranger, qui en a fait l'usage que l'on sait. Je n'ajouterai qu'une chose, pour que tout soit clair, c'est que je n'ai évidemment jamais soupçonné l'État d'Israël d'être de près ou de loin associé à une action terroriste en Europe. Hypothèse absurde. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de confirmer ceci à l'ambassadeur de cet État, ami de la France, et en réponse à une question qu'il me posait quelques heures après la publication du commentaire de ce journal.
François Mitterrand est en route en ce moment pour le sommet africain qui se tiendra à Lomé ces prochains jours après une première escale en Guinée, avec une phrase importante tout à l'heure de M. Mitterrand à propos du Tchad, le chef de l'État qui estime qu'il n'y aura pas d'intervention française, mais il y aura indiscutablement une aide de la France pour permettre au Tchad de disposer des moyens de reconquérir son intégrité. M. Mitterrand qui fait référence donc à M. Habré, disant qu'il se sentait naturellement en mesure d'atteindre ses objectifs. Il parle donc d'Hissène Habré, tout à fait légitime, des objectifs tout à fait légitimes, c'est-à-dire la réunification et l'intégrité tchadienne. Une phrase importante donc à la veille de ce sommet africain de Lomé. Début difficile pour le Conseil national de la gauche. Il regroupe 11 dirigeants du Parti socialiste et 10 personnalités extérieures, dont des radicaux de gauche, un écologiste, un gaulliste de gauche et 2 communistes unitaires. Début difficile car le Conseil se trouvait immédiatement privé de ce qui devait être son 22e membre, à savoir René Dumont, et qui a refusé, semble-t-il, de déclarer qu'il était aux côtés du président de la République, comme le souhaitait le Conseil. M. Dumont qui a fait savoir qu'il était opposé à la politique africaine menée depuis 1981. Il a donc préféré ne pas venir, il n'est pas venu avec éclat. Le Conseil se réunira plusieurs fois par an pour réfléchir, vous le savez, sur les grands problèmes du moment, problèmes politiques, économiques et sociaux. 30 milliards de francs pour indemniser définitivement les rapatriés d'Afrique du Nord. L'annonce en a été faite tout à l'heure par Jacques Chirac à l'Assemblée nationale. La satisfaction immédiate du recours, c'est la principale organisation de rapatriés dont le président Jacques Roseau estime que le Premier ministre tient ainsi ses engagements pris en février 1986. Le budget de la Défense examiné par les députés avec une petite surprise. On s'attendait à ce que les socialistes votent ce budget après que le chef de l'État, lui, ait trouvé des vertus. Apparemment, le PS ne partage pas unanimement cet avis puisque les députés socialistes ont donc décidé de s'abstenir. Commentaire de Daniel Brel. Les socialistes ont beaucoup expliqué cet après-midi dans les couloirs pourquoi en matière de défense ils avaient adopté la maxime « dans le doute abstiens-toi ». Au cours d'un débat difficile, les tenants du vote favorable, M. Jox et les anciens ministres socialistes de la Défense, ont fait valoir que ce budget est la première étape de la loi de programmation militaire qui a le feu vert de l'Élysée. Dans le camp adverse, M. Jospin et Léniel ont estimé que certaines des déclarations récentes du ministre de la Défense et de la majorité laissaient craindre des modifications à cette loi de programmation qui sera discutée plus tard et que, devant ces incertitudes, la méfiance se justifiait. Il n'en reste pas moins que c'est le seul budget que les socialistes ne repousseront pas catégoriquement. Monsieur Jospin, bonsoir. Vous n'allez pas le repousser, ce budget, vous allez vous abstenir, les socialistes vont s'abstenir. Pourtant, le chef de l'État avait dit que c'était un bon budget, il l'avait fait savoir. Ça veut dire que ça couine un petit peu sur ce sujet au PS? Non, mais je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais le président de la République n'a exprimé aucun point de vue sur le budget. Il a eu des divergences très importantes sur 3 points en ce qui concerne la loi de programmation. Et sur ces 3 points décisifs pour notre politique de défense dont il a la responsabilité, il a fait prévaloir son point de vue, ce dont je me réjouis. Il a rappelé le principe de la dissuasion, il a refusé un missile mobile qu'on promènerait sur tout le territoire national, au risque de réveiller la phobie du nucléaire, et il a demandé que le tactique et le stratégique soient liés directement ensemble. Mais il ne s'est pas exprimé sur le budget. Et nous, socialistes, dans la mesure où nous ne connaissons pas encore la loi de programmation que le gouvernement va finalement présenter à l'Assemblée nationale, parce que nous ne voulons pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que nous n'avons pas toute confiance dans le gouvernement de M. Chirac, avant de prendre position sur le budget, nous voulons connaître quelle sera la loi de programmation. Puisqu'on dit que le budget serait le premier exercice de cette loi. Vous pensez donc que c'est une abstention qu'on pourrait qualifier de technique. Pourtant, il ne reste pas moins que M. Mitterrand a dit le bien qu'il pensait du travail qui a été fait autour de budget un petit peu à tout le monde, à commencer par M. Chirac. Mais je ne sais pas d'où vous sortez ces informations que je n'ai vues nulle part, sauf dans votre bouche ce soir. Je ne crois pas qu'il ait exprimé le moindre point de vue sur le budget. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Je dis, il a réussi à convaincre M. Chirac et M. Giraud qu'il fallait en rester au principe de la dissuasion et non pas envisager des errements par rapport à ce qu'était la vieille doctrine gaulliste. Ça me paraît positif, mais ça n'a rien à voir avec le budget qu'on nous présente. Pas d'accord, donc. Monsieur Jospin, je qu'on parle du Code de la nationalité, c'est l'autre grand sujet du jour. Vous avez été très critique pendant tout le débat, pendant toute la préparation donc, de ce texte. Allez-vous d'abord saisir le Conseil constitutionnel? Je crois qu'il n'est pas temps d'aborder cette question. Ce sera au groupe socialiste de savoir ce qu'il fait le moment venu. Ce que je peux vous dire, c'est que
Ce code de la nationalité, tel qu'on le prévoit, est une formidable régression. Ça fait un siècle en France que l'on procède selon les règles actuelles que l'on est en train de changer. Ce n'est pas un débat entre la droite et la gauche. La droite et la gauche étaient d'accord avec cette tradition républicaine, sauf sous Pétain, peut-être. Je voudrais rappeler que le Conseil d'État a exprimé de graves réserves à l'encontre de ce projet. Le président de la République vient de donner ou de dire son désaccord en Conseil des ministres. Il a parlé de désapprobation. Oui. Les églises de France, toutes les églises de France, sont hostiles à la philosophie de ce projet. Les partis politiques de gauche, les syndicats, les grandes associations de droits de l'homme, ça fait quand même beaucoup de monde dans ce pays, et nous sommes contre qu'on envisage de marginaliser une partie de la jeunesse. Un de vos journalistes disait tout à l'heure, la France est une terre d'accueil. Peut-être, mais c'est surtout une terre d'intégration. C'est avec les règles anciennes qu'on a intégré les hommes et femmes venus d'Italie, de Pologne, du Portugal, d'Espagne. Si nous voulons rester une terre qui intègre, si nous ne voulons pas rejeter vers d'autres conceptions ou d'autres philosophies, les jeunes qui sont sur notre territoire depuis de longues années, je crois qu'il faut dire non à ce projet. Monsieur Jospin, la grande nouveauté de ce projet, ce sera la nécessité, pour acquérir la nationalité française, de le réclamer, de le demander. Vous pensez qu'entre l'automatisme qui prévalait auparavant et ce volontariat, il y a un véritable fossé? Mais il n'y a pas que la demande à faire. Cette demande peut être refusée. Vous avez vu tout à l'heure qu'on peut examiner un certain nombre de conditions. Par exemple, la pratique de la langue, ce qui peut être un exercice tout à fait subjectif. Moi, je connais des gens tout à fait français et dont je peux contester du point de vue syntaxique leur pratique de la langue. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir sur une partie des jeunes, garçons ou filles, installés dans notre pays, une indécision. Ce qui était la terre sur laquelle ils étaient nés et qu'ils pouvaient normalement, automatiquement reconnaître leur, et qui les reconnaissait comme membres de la communauté française, cette terre, d'une certaine façon, disparaît et on fait peser cette indécision, cette menace, ces conditions à remplir. C'est le refus de l'intégration et c'est, à mon avis, cultiver à l'excès sur notre sol les différences. C'est tourner le dos à la République. Je le crois très franchement. Monsieur Jospin, un autre thème d'actualité qui me paraît essentiel sont les otages. Fini le consensus sur le terrorisme et sur les otages. Là, apparemment, il n'en est plus d'accord sur rien. On a le sentiment, en écoutant tout à l'heure M. Bérégovoy, que vous pensez, que les socialistes pensent qu'on a payé trop cher les dernières libérations. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ce que nous réjouissons de la libération des otages. Et en même temps, nous pensons à ceux qui restent détenus. Mais nous ne sommes pas en accord avec la stratégie que, dès le début, a choisie M. Chirac, qui est la stratégie du compte-gouttes. Otage par otage. Ou couple par couple. Pensez-vous qu'il ait vraiment le choix? Je veux dire que si on a libéré 2 otages, c'est qu'il a cédé quelque chose. S'il n'a rien cédé et qu'on a libéré 2 otages, pourquoi alors tous les otages n'ont-ils pas été libérés? C'est la question que je pose. Il est évident qu'on voit déjà que M. Chirac a consenti un certain nombre de choses pour obtenir la libération de 2 otages, librement choisis d'ailleurs par les groupes terroristes. Lorsque la Syrie ou l'Iran parlent de normalisation qui s'effectue entre Paris et Téhéran ou Damas, ça ne me paraît pas une raison qui peut être suffisante? À ma connaissance, il n'y avait rien à normaliser avec la Syrie, sauf si la Syrie a des responsabilités dans un certain nombre d'actes terroristes. Et je ne comprends pas comment on peut à la fois tresser des lauriers à la Syrie, comme vient de le faire encore M. Chirac récemment, et en même temps s'associer à des condamnations à Londres contre la Syrie. Ou la Syrie est innocente, ou elle a des responsabilités, il faut choisir. Normaliser les relations avec l'Iran est souhaitable, mais il n'y a rien à négocier avec les groupes terroristes. On a déjà consenti un certain nombre de choses pour obtenir la libération d'otages, parce que c'est les groupes terroristes qui détiennent, qui appuient sur la poire du compte-gouttes dont je parlais tout à l'heure. Que faudrait-il pour vous pour qu'il y ait un nouveau consensus sur ce problème, pour vous les socialistes? Il faudrait que la politique du gouvernement soit claire. Il faudrait que quand on l'interroge, comme ce soir en lui demandant « Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous envisagez, pour obtenir éventuellement la libération d'autres otages, de libérer des détenus en France comme Anis Nakache ?» il faudrait qu'on réponde à notre question au lieu de rester totalement silencieux comme l'ont été et M. Chirac et M. Dumas. Je me demande ce que le gouvernement va consentir pour essayer d'obtenir la libération des autres otages, mais désormais cela est de sa responsabilité. M. Jospin, merci d'avoir été notre invité ce soir pour ce journal de 20 heures.
Vite fait, bien fait pour la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés qui s'installait aujourd'hui dans ses meubles. Une très brève cérémonie à laquelle participaient Jacques Chirac et François Léotard qui donnent ainsi le véritable coup d'envoi au travail des 13 nouveaux sages qui remplacent, vous le savez, la haute autorité. Un coup de chapeau au passage de Jacques Chirac à cette haute autorité et un message de Jacques Chirac et de François Léotard aux responsables de la communication. Vous allez jouer un rôle essentiel, leur ont-ils dit, dans l'évolution de notre société. C'est ce qu'ils leur ont dit donc en substance, tous les deux tout à l'heure, dans le nouvel hôtel d'York où s'installe donc la CNCL. Le débat sur la sécurité sociale qui se ramène à une idée simple, comment boucher le trou du déficit. Aujourd'hui, la Caisse de l'assurance maladie devait donner son avis sur 8 propositions de Philippe Séguin. Avis et contre-propositions éventuelles, mais d'ores et déjà, André Bergeron a fait savoir qu'il était contre l'ensemble du plan gouvernemental. Sur ce plan et sur les réactions, voici les précisions de Véronique Auger. Le plan Séguin permettrait à la sécurité sociale d'économiser 9 milliards de francs par an. Premièrement, il faudrait désormais timbrer le courrier envoyé aux caisses d'assurance maladie. Deuxièmement, le forfait hospitalier passerait de 23 francs à 31 francs par jour. Troisièmement, la liste des maladies remboursées à 100% serait enfin clairement définie et seuls les traitements liés à ces maladies seraient gratuits. Ainsi, plus question pour un diabétique, par exemple, de se faire rembourser une grippe à 100%. Enfin, quatrièmement, les petites opérations chirurgicales ne seraient plus remboursées intégralement. Les syndicats ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec la plupart de ces mesures, André Bergeron en tête. C'est une diminution de la couverture sociale. Ça conduit par conséquent à terme vers ce qu'on appelle une sécurité sociale à 2 vitesses. Ça veut dire, pour les téléspectateurs, on garantirait moins que maintenant, et pour le surplus, on inviterait les gens à s'assurer individuellement. Verdict du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, oui, mais. Ainsi, les partenaires sociaux ne rejettent pas le plan Séguin en bloc. Ils vont présenter une liste de contre-propositions. Le ministre Philippe Séguin les écoutera, mais il ne sera pas obligé de respecter leurs desiderata. Un véritable casse-tête pour les responsables, d'autant que la logique économique, si elle est incontestable, mène parfois à des situations dramatiques. Il faut ainsi savoir que le nombre de Français qui ne sont plus couverts par la sécurité sociale et qui n'ont donc plus accès aux soins remboursés ne cesse de grandir en France. On estime un chiffre qui irait de 1 à 2 millions de personnes, d'où l'initiative de ces médecins qui ont décidé de venir en aide bénévolement à ce que l'on peut appeler aujourd'hui des exclus de la sécurité sociale. C'est une enquête de Maryse Manot et de Jean Cornu. Ce camion, place d'Italie à Paris, est une bouée à la mer. Ceux qui entrent là vont se faire soigner gratuitement parce qu'ils n'ont plus de sécurité sociale, plus d'autres recours. Ce dimanche, le docteur Bazin assure la permanence. Avec une poignée de médecins bénévoles, elle a créé ce relais médical pour les délaissés. Pas des clochards, mais des jeunes sans emploi ou des chômeurs en fin de droit. Si on ne cotise pas un minimum... Déjà, en cotisant un minimum, on a le minimum. Alors, en cotisant pas du tout, on n'a rien du tout. Il y a longtemps que vous dormez dehors? Oh, ça fait depuis le mois de juin. Et pourquoi vous n'allez pas dans un foyer d'accueil? Vous connaissez les foyers d'accueil à Paris? Vous êtes ici, je vous héberge. 6h30, je vous réveille. Dehors. Qu'est-ce que vous allez faire dans les rues à 6h30? Rien. Rien. C'est dehors que l'on attrape la bronchite qui, très vite, va devenir pneumonie. Dans ce cas, le docteur Bazin préfère hospitaliser le malade. Mais là, tout se complique. Sans couverture sociale et sans argent, obtenir une chambre d'hôpital est une gageure. Au café d'en face, elle va appeler ses confrères. T'as pas de lit? T'as pas de lit du tout chez toi? Non, aux urgences, il va se faire jeter, ma belle. T'es trop jeune pour avoir cette expérience-là. Si je l'envoie aux urgences, il se fait sortir. Ouais. T'as un lit? Oh, je t'embrasserai. J'ai un lit, mais il faut qu'il soit à en moins d'1 heure, parce que sinon, le lit sera pris par les urgences, il faudra qu'il passe par les urgences. Si un médecin ne s'oppose pas à ce qu'on renvoie un malade, le malade peut être renvoyé d'une consultation, faute de pouvoir présenter un papier en bonne et due forme ou un billet de 50 francs pour payer. Certains de mes confrères et moi-même ont été appelés au téléphone par l'assistante sociale de certains services de pneumologie, nous annonçant des malades au dispensaire, car le malade ne pouvait plus être pris en charge à l'hôpital. C'était des malades tuberculeux.
il est hors de question de mettre en doute la parole de ce médecin. Mais il faut aussi savoir que les pouvoirs publics demandent à l'hôpital d'être efficace et donc de réserver ses moyens à des malades aigus. Cela dit, il faut savoir que tous les hôpitaux publics français ont des patients de ce type qui manifestement seraient aussi bien soignés, sinon mieux, soit chez eux, soit dans des structures plus légères, mais qu'on garde pour des raisons purement sociales. On admet donc des malades pour des raisons sociales dans les hôpitaux qui n'ont rien à y faire. Donc le problème dépasse le cadre pur de l'hôpital, c'est un problème qui dépend des pouvoirs publics, et il appartient aux pouvoirs publics d'imaginer des solutions, au lieu de se reposer éternellement sur l'hôpital. S'il ne faut pas confondre hôpital et action sociale, il est urgent de prévoir un accès aux soins médicaux pour ces victimes de la crise économique qui n'ont pas droit à l'aide médicale gratuite, faute de domicile fixe. Des sans-abri, il y en a 10 000 à Paris, c'est l'équivalent de la population de Chinon ou Briançon. Les ministres de l'Environnement réunis à Zurich demandent des comptes à la Suisse après la pollution du Rhin, des comptes et des mesures de sécurité renforcées pour tenter au moins d'éviter de nouvelles catastrophes. On estime en effet que le Rhin est mort pour 2 ans au moins après les déversements de l'usine Sandoz et d'autres sociétés pharmaceutiques de la région. Les ministres, donc français, allemands, luxembourgeois et suisses, qui ont prévu de se revoir le 19 novembre. La cour d'accusation de la cour d'appel de Nancy réunie pour décider du sort de Christine Villemin. C'est le dernier épisode judiciaire de cette affaire. Les magistrats doivent maintenant décider de la suite à donner au dossier d'instruction. Sur place, à Nancy, Marcel Tria. Conciliabule à huis clos entre hommes de loi à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. L'enjeu, pour le président Voxten-Perger et ses 2 assesseurs, le sort de Christine Villemin, renvoi aux assises ou non-lieu. 2 clans en face d'eux, Maître Lombard et Maître Lagrange, partie civile pour les grands-parents et les oncles de Grégory, l'enfant assassiné. Autour de Maître Garot, le clan Christine Villemin, bien décidé de son côté à gagner du temps. Au cœur du débat d'aujourd'hui, les pièces du dossier accumulées depuis 2 ans par un absent, le juge d'instruction Lambert, qui a annoncé récemment sa décision de se mettre en congé sabbatique à partir de janvier prochain. Dans un mémoire de 297 pages déposé il y a 15 jours, la défense énumère les innombrables fautes de procédure susceptibles, d'après elle, d'entraîner la nullité de nombreuses pièces du dossier d'instruction. Le procureur général, Règre-Bollet, écarte la plupart de ces irrégularités qu'il juge sans importance, sauf une. Lors de la reconstitution du 30 octobre 1985, le juge Lambert a enregistré les déclarations de plusieurs témoins importants, mais en négligeant de leur faire signer leur déposition. C'est un cas de nullité incontournable. Il est donc probable que la chambre d'accusation décrète un supplément d'enquête et une nouvelle reconstitution des faits et gestes de Christine Villemin le soir du crime. En sport, encore et toujours la casse dans la route du Rhum avec l'abandon d'Éric Loiseau qui ne reprendra pas la mer après son retour à Brest pour incident technique. C'est maintenant l'inquiétude pour Éric Tabarly dont le trimaran a brisé l'un de ses flotteurs. C'est son ancien bateau, le Penduic 6, qui devrait être le premier sur place pour lui porter secours. Nous venons d'avoir Tabarly au téléphone. Écoutez son témoignage. Tabarly, victime à son tour de la route du Rhum, le skipper de Côte d'Or qui occupait la 6e place de la course a brisé l'un de ses flotteurs de son trimaran et a été contraint cet après-midi à lancer un appel de détresse. Alors, j'ai cassé le flotteur bâbord. Toute la partie avant du flotteur bâbord est partie. Ça s'est cassé juste devant le bras de liaison avant. Alors, pour l'instant, j'ai tout amené. Et je dérive vers le nord, mais avec cette avarie, je ne pourrai plus du tout faire route. Même si le temps se calme, il ne sera pas pensable de renvoyer de la toile et de me diriger vers un point quelconque. Coïncidence, c'est un bateau qui lui appartient aussi, Penduic 6, qui se rendait aux Antilles et naviguait à moins de 8000 de Tabarly, qui s'apprête maintenant à le recueillir. On connaît ce soir l'équipe de France de football qui rencontrera l'Allemagne de l'Est le 19 novembre à Leipzig. À noter l'arrivée de Passy qui avait marqué 3 buts contre Moscou. Et puis le retour de Battiston et de Leroux en défense. Pas de problème pour Platini qui sera bien sur le terrain. Mais point de Fernandez en revanche. Il est tout à la fois souffrant et suspendu. Les pronostics du Quartet, les pronostics de Pierrette Bresse pour le Quartet qui se court demain à Vincennes. Il y a 20 partants. Elle vous propose de jouer le 20, le 18, le 12, le 19, le 7, le 2, le 8 et le 13.
Et puis pour conclure maintenant la météo avec Laurent Boussy. Oui, avec surtout une nouvelle journée de répit demain puisque la perturbation qui menace sur l'Atlantique va être arrêtée par un anticyclone. Elle n'arrivera qu'en début de soirée sur la Bretagne. Ça nous donne une carte du temps prévu effectivement extrêmement ensoleillée. Voici la photo satellite. Il y a un anticyclone sur la Yougoslavie et il y a une perturbation sur l'Atlantique. La confrontation des deux reste immobile. Cette perturbation ne bouge pas. On regarde tout de suite la carte du temps prévu avec donc du ciel très ensoleillé, souvent légèrement nuageux uniquement sur l'Est et souvent nuageux sur la Méditerranée, beau temps ailleurs avec l'arrivée de cette perturbation sur la Bretagne, mais ça c'est uniquement en fin d'après-midi. On passe aux températures, elles restent importantes pour la saison, de 11 à 14 degrés sur la moitié nord, c'est tout à fait agréable, et de 16 jusqu'à 18 degrés sur la moitié sud, 18 degrés à Biarritz, à Perpignan et à Nice. On termine avec notre agenda, demain sera le jeudi 13 novembre, le soleil se lèvera à 7h57, se couchera à 17h12, 2 minutes de soleil en moins, ce sera la Saint-Brice. Et cette toute dernière information pour vous dire que vous aurez jusqu'au 18 novembre à minuit pour payer vos impôts sur le revenu et impôts locaux. C'est donc un délai supplémentaire. Dernier journal avec Philippe Arroir aux environs de 23h35. Bonsoir, à demain 20h.